Merci Clément, merci pour vos applaudissements. Comme beaucoup, j'imagine, d'entre vous, je ne viens et Jeanne ne venons pas de famille royaliste ou d'Action française, ce qui fait que nous sommes arrivés ici par adhésion et aussi par recherche. Qu'est-ce que c'est le royalisme? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être nationaliste et donc d'être royaliste? C'est les questions qu'on s'est posées et c'est les questions qu'on se pose généralement quand on pense au régime qu'il faudrait à notre pays. Évidemment, on se pose la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est qu'une monarchie avec les exemples qu'on a autour de nous? La monarchie espagnole, la monarchie britannique, les monarchies du nord de l'Europe notamment. Et donc on se pose évidemment des questions et on se propose aujourd'hui d'y répondre évidemment à vous, qui êtes un public, je l'espère, vaincu, mais aussi aux gens de l'extérieur, aux gens qui ne savent peut-être pas qu'il y a un rassemblement royaliste aujourd'hui et auxquels nous voulons apporter aussi, par notre militantisme, ces éléments de réponse. Est-ce qu'une monarchie serait absolue? On s'imagine évidemment une monarchie absolue, et derrière absolue, on imagine une sorte de Louis XIV totalitaire, à la façon des régimes des années 30 ou du régime soviétique, et ça n'a jamais été le cas en France. La monarchie française, elle a toujours été protectrice des libertés publiques. Ce sont des privilèges qu'on connaît bien dans les noms de nos villes, les villes franches, les villes neuves, qui sont des villes érigées avec une charte et des privilèges qui leur ont été octroyés. La monarchie, elle reprendra évidemment cet objectif, l'autorité en haut, les libertés en bas, recréer une France qui sera, comme le disait Bernanos, hérissée de liberté. Et quand on parle évidemment de monarchie, on pense forcément à la Constitution, que beaucoup voient comme un fondement et un aboutissement de la République, notamment de la Ve République. C'est vrai que le sujet de la Constitution, c'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que la monarchie sera constitutionnelle? Alors, il faut revenir déjà à qu'est-ce qu'une constitution? C'est l'ensemble des lois fondamentales qui vont organiser le pouvoir de l'État. Mais d'un point de vue étymologique, c'est surtout fixé de manière durable. Donc oui, il faut une constitution, mais pas au sens républicain, comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire bâtie sur des passions humaines qui sont instables par nature. Il faut au contraire une constitution naturelle, donc basée sur les lois fondamentales d'un royaume, avec ses coutumes également et toutes ses traditions. Et en fait, il y a deux logiques qui s'opposent entre la constitution républicaine et la constitution naturelle, dans le sens où l'une va plutôt dans le sens des libertés individuelles, tandis que l'autre, au contraire, va plutôt dans le sens du bien commun. Donc en fait, la meilleure manière de défendre les libertés individuelles, c'est avant tout de défendre le bien commun, auquel est propre, par exemple, le parlementarisme. Je ne sais pas si je comprends un peu, mais pour moi, le parlementarisme, ça veut dire déjà historiquement tous les scandales notamment sur la Troisième République, une instabilité gouvernementale et institutionnelle constante, et également philosophiquement, c'est une sacralisation des intérêts individuels qui est profondément égoïste et d'autant plus problématique d'ailleurs qu'ils vont prendre le pas sur le bien commun. Et alors au contraire, moi, au cours de ma formation, j'ai pu découvrir que la monarchie représentative était en fait bien plus intéressante à mon avis, parce qu'on va s'appuyer sur des corps intermédiaires qui sont spécialisés, donc compétents par naissance. Et l'idée à garder à l'esprit surtout, c'est que l'organisation politique nationale doit en tout temps refléter l'organisation politique locale par souci de cohérence. Oui, tout à fait, parce que la dictature des partis que nous subissons de plus en plus, et évidemment avec les élections législatives de 2024, c'est une dictature qui soumet l'intérêt national, l'intérêt, en réalité, pas seulement l'intérêt national, conçu comme une idée, comme une sorte de nuage qui serait l'ancienne, mais notre intérêt à nous et l'intérêt des générations futures. Et la France est systématiquement oubliée et mise de côté, et tout est calculé en fonction du rendement électoral de telle ou telle idée et proposition. Et c'est pour ça que, généralement aussi, on se demande, une fois qu'on a dit ça, et le droit de vote? Est-ce qu'il y aura le droit de vote demain dans la monarchie que nous voulons restaurer? En réalité, quand on regarde dans l'ancienne France, le droit de vote n'a jamais été supprimé ou aboli. On pourrait même dire qu'il a été instauré et supporté par la monarchie. Évidemment, dans les contextes professionnels, les corps de métier, dans les contextes locaux où il y avait beaucoup de votes. Et la monarchie, elle devra avant tout, avant de restaurer le vote, surtout restaurer la confiance des Français dans le vote, c'est-à-dire en respectant les décisions qui sont prises
et en respectant la parole qui est donnée, puisque nous constatons évidemment l'inverse depuis maintenant 20 ans, mais si j'exagérais, je dirais même depuis le procès de Louis XVI, où un appel au peuple avait été pensé, et il n'a pas été mis en place justement par peur de cette réponse du peuple. Et alors, le vote et la démocratie. Alors, ici, évidemment, je pense que nous avons tous un regard peut-être mitigé sur la démocratie. Comme disait Charles Maurras, la démocratie, c'est la mort et c'est le mal. Mais la monarchie a en quelque sorte toujours été démocratique. Elle a toujours privilégié la prise de décision par ceux qui allaient y être soumis. En l'occurrence, la monarchie n'est pas antinomique avec une démocratie qui serait libérée de ses démons. C'est l'égalitarisme notamment. On peut aussi penser que la transmission héréditaire du pouvoir est peut-être antinomique avec cette question de démocratie. Et si Jeanne, tu peux nous parler de ça justement. Oui, le premier problème en fait, du système électif, c'est que les motivations en fait, peuvent être malsaines dès le départ. En fait, dans l'hérédité, tu as l'opportunité en fait, de mener une politique de long terme. Et surtout, on a une continuité du pouvoir. J'écoutais tout à l'heure M. Chauvin qui disait que dans la monarchie, bien que c'est un homme fort, on proposait une famille forte, et à mes yeux, c'est plutôt la clé de la stabilité. Au contraire, dans une élection, il y a beaucoup de tentations de dérives démagogiques, on a beaucoup de tendance à rechercher ses intérêts propres. M. Crimi disait juste avant nous là, que c'était avant tout une aventure personnelle. Donc c'est une politique de court terme et une logique permanente reposant sur des promesses illusoires. Donc là où le roi va vraiment défendre la nation, l'élu va beaucoup plus défendre des idées qu'on aurait, il ne les instrumentalise pas pour servir ses propres intérêts. Donc avec les filles, le roi est beaucoup plus incarné, il est légitime car formé avec le roi, et donc il y a un cercle vertueux qui se met en place. Et d'ailleurs, à propos de cette question d'hérédité, on pense souvent à propos de la monarchie l'idée de séparation des pouvoirs. Dans l'état actuel, la séparation des pouvoirs, comme on parle aujourd'hui, c'est un système tout à fait inefficace et illusoire à mon sens. Il y a une nécessité vraiment de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Et en fait, il importe beaucoup plus de limiter les pouvoirs politiques que de les séparer. Donc aujourd'hui, là, on a une séparation horizontale inopérante. Je crois beaucoup plus, moi personnellement, en une séparation verticale, l'idée d'avoir les pouvoirs régalés en haut et les libertés en bas. Et effectivement, la jeunesse aujourd'hui, face à ces questions-là, elle est souvent embrigadée. Il y a la question de la liberté d'expression qui est évidemment importante, où on voit des associations qui sont dissoutes, des idées qui n'ont pas le droit de citer, notamment les idées nationalistes. Et on se pose aussi la question souvent, qu'est-ce que ça veut dire si demain, est-ce qu'il y aura, dans la monarchie restaurée, un embrigadement de la jeunesse? Et en réalité, on peut regarder l'embrigadement de la jeunesse, on le connaît déjà aujourd'hui, des médias de masse, une école qui n'enseigne pas toujours la vérité historique et la vérité philosophique. Et en réalité, ce qu'il faut rendre aux Français et aux jeunes notamment, c'est confiance dans leur pays et dans les atouts que l'histoire a pu leur donner, notamment évidemment avec la monarchie. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une question qui va aussi traduire une crainte de dérive totalitaire de la monarchie. Et il faut bien comprendre que la monarchie le favorise bien moins que la République. Parce qu'avec notamment, si on prend simplement l'exemple de la décentralisation, c'est l'assurance d'un équilibre naturel, là où la centralisation augmente les risques de dérive vers un contrôle de masse, comme tu disais, avec les médias. Et donc les libertés sont naturellement défendues par la multiplicité des corps intermédiaires. Et en fait, il y a beaucoup moins aussi de tentations d'opposition politique, puisque la monarchie, par essence, va unifier et efface tous les clivages de gauche et de droite. Et pour conclure cette petite prise de parole, on peut effectivement dire que la jeunesse, elle n'a que des avantages à être évidemment monarchiste d'Action française, mais plus largement nationaliste. Elle a soif d'idéal, elle a l'avenir devant elle, et surtout, elle doit voir dans le nationalisme une possibilité de traduire ses idées dans l'action. C'est ce qu'on essaye de faire évidemment dans toutes nos sections, où, pour citer le beau mot de Pierre Juel, la France bouge de nouveau. Merci à tous.